Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour le grand débrief du dernier grand tour de la saison 2024 de la Vuelta qui vient tout juste de s'achever à Madrid avec un nouveau sacre de Primoz Roglic qui remporte une quatrième Vuelta illégale, le record détenu jusque-là par le seul Roberto Heras, Roglic qui sauve une fois de plus, j'ai envie de dire, sa saison grâce à une Vuelta tout en maîtrise, j'ai envie de dire, mais ça, on en reparlera longuement. Pour m'accompagner ce soir, vous en avez l'habitude, il a été très assidu sur cette Vuelta, mais pas seulement depuis le début de la saison, bien évidemment. C'est Titien, salut Titien, comment vas-tu? Salut Adri, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien. J'ai envie de dire qu'on a assisté à 3 belles semaines de vélo, 3 belles semaines avec pas mal d'incertitudes, avec pas mal de spectacles, et à la fin c'est quand même Roglic qui gagne. Donc voilà, le patron de cette Vuelta, de la Vuelta a encore frappé et bah c'est tout à son honneur. Tu dis qu'il a sauvé sa saison effectivement, mais ça reste quand même un super exploit de la part de Primoz Roglic, quatrième victoire. Donc très très marquant. Voilà, des semaines où on a pu suivre des attaquants, on a pu suivre des baroudeurs qui n'ont rien lâché, ou vraiment une lutte au classement général qui a été serrée. Donc j'ai vraiment, vraiment apprécié ce dernier grand tour de l'année, et c'est cool de pouvoir faire un débrief avec vous ce soir. Oui, c'est clair, ça fait plaisir en tout cas d'avoir une Vuelta où on s'est vraiment régalé. Et on accueille ce soir avec nous Titien. On sait que la Vuelta, des fois, c'est le grand tour des surprises. Et ben là, il nous fait la surprise et l'honneur d'être avec nous. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu la chance de l'avoir au micro. C'est Poppy. Salut Poppy, comment vas-tu? Salut, salut à tous. Bah ouais, très content. C'est vrai que ça fait un peu une plombe que j'étais pas venu, mais très content de venir pour voir cette victoire de Primoz Roglic qui au final en fait vient soigner ses démons du Tour de France sur la Volta. C'est un peu le classique, donc bah écoute, j'espère que l'année prochaine il reviendra après un Tour de France où il lui serait arrivé moult misère pour venir chipper une cinquième Volta. Mais en tout cas, content d'être là, d'être avec vous ce soir pour discuter de ça. Ah ouais, toi, t'y crois carrément plus pour le Tour de France, quoi. Tu te dis son Ah, avenir, c'est la Volta. c'est lié à Roglic d'être défaillant dans le Bah, Tour de c'est vrai France, que c'est vrai que malgré lui. c'est quand même plutôt lié à Roglic, en tout cas cette Vuelta, parce qu'on le rappelle, il a remporté pour la première fois en 2019. Après il a enchaîné avec des succès en 2020, en 2021. En 2022, il était fortement malmené par Remco Evenepoel. Il était presque en passe de le battre, et puis une chute terrible dans le final alors qu'il était en train de remonter au général, bah, l'empêche de terminer l'épreuve. L'année dernière, il a eu la malchance d'avoir comme plus fort concurrent ses coéquipiers, et il termine troisième, mais sans vraiment que ça soit disputé entre eux, avec la victoire de Sepp Kuss. Et cette année, changement d'équipe, et ça l'empêche pas de gagner cette Vuelta et de garder ses belles habitudes. Euh, Bah du coup, on a commencé à en parler, on va peut-être continuer. Primoz Roglic qui s'impose. Moi, je trouve qu'il a vraiment dominé cette Vuelta. Même quand il était plus maillot rouge, Coconor avait vraiment une avance confortable. Il a couru vraiment en patron, en dictant son rythme. On le sentait en fait vraiment plein de maîtrise. Et outre le fait qu'il y ait le chrono final qui l'avantageait, donc qui obligeait ses adversaires directs à reprendre encore plus de temps sur lui, euh, on l'a vraiment senti plein de sérénité, même les fois où c'était un petit peu plus compliqué. Il arrive toujours à bien gérer ses efforts, et au final, il a pas perdu de temps, ou très très peu, en montagne. Ouais, c'est exactement ça. En fait, je dirais qu'il a dominé, mais qu'il n'a pas écrasé. Alors, faut dire que cette année, on a vu des sacrées courses qui ont été écrasées par des coureurs, hein. La plupart des grandes classiques et des grands tours jusqu'à là, c'était plus que de la domination. Donc là, effectivement, il a dominé, mais voilà, on voit quand même que Primoz Roglic, c'est pas un Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard, c'est un coureur ultra efficace. Qui sait parfaitement gérer ses coups durs. Il en a peut-être eu un ou deux dans cette Vuelta et ça s'est à peine vu, tellement finalement il a bien su gérer son effort, etc. Donc non, non, bravo, bravo Primoz Roglic, finalement dans une Vuelta où tous les jours, certains faisaient un jour c'était un coureur qui faisait une performance incroyable, le lendemain c'était un autre, etc. Et puis ensuite chacun de ces coureurs également avait son moment difficile. Bah lui ça a été le plus constant finalement, le plus régulier, celui qui a un petit peu
nager au milieu de tout ça, en évitant les pièges, en évitant le contre-coup, etc., qui a parfaitement lissé ses efforts, qui a également un peu géré son avance et son retard plutôt par rapport à Ben O'Connor en fonction du parcours. Il savait où étaient ses armes, il savait où étaient ses faiblesses. Ses armes, bah voilà, c'est les montées, c'est les finishes en montée, là où vraiment Primoz Roglic peut faire parler son punch, etc., et reprendre beaucoup de temps à ses adversaires. Et puis là où il a un peu plus de mal, notamment avec ses problèmes de dos, c'est les grandes étapes de montagne. Et puis là, avec son équipe, également avec sa science de la course, il a parfaitement géré, on le voyait, hein, assez bien mouliné dans les montées, là où il était attaqué, revenir au train à chaque fois, ne pas s'affoler. Donc voilà, j'ai jamais senti Primoz Roglic 10 niveaux au-dessus de tout le monde, mais on a senti que c'est quand même le plus fort et il a couru de manière intelligente. C'est vraiment un sniper qui sait faire l'effort quand il faut et qui sait en garder et se faire oublier quand il faut. Il a parfaitement joué avec ça. Je pense qu'il était à un niveau quand même incroyable malgré ses problèmes de dos qui étaient annoncés. Je crois qu'on a vu quand même des chiffres sortis, notamment sur sa montée de l'Ato de Moncavillo. C'était carrément sa meilleure performance en carrière, donc il n'a pas perdu grand-chose de son niveau en arrivant chez Red Bull. Et voilà, bah finalement, est-ce qu'il vaut mieux courir chaque année pour essayer de gagner le Tour de France et finir deuxième, troisième et tomber dans l'oubli un petit peu plus tard, ou devenir détenteur, co-détenteur pour l'instant et peut-être détenteur un jour du record de la Vuelta. Donc voilà, Roglic, il a parfaitement compris que c'était un grand tour qui allait avec ses qualités et il optimise chaque année son niveau sur cette course. Et bravo Primoz Roglic, voilà, 4e Vuelta, détenteur du record, et l'année prochaine, sûrement, je suis même sûr qu'il reviendra pour essayer d'être le seul au sommet de ce grand tour espagnol. Ouais, puis la Volta, c'est clairement le tour à Roglic dans ces dernières années. C'est vrai que t'as tout dit, Titien, c'est vraiment ce côté pas forcément dominant, mais très intelligent dans sa gestion de course. On sait que c'est une des grandes qualités de Roglic aussi. Là, alors, il avait une très bonne équipe avec lui a vraiment bien fait le train, bien roulé. Et puis même avec ce retard sur O'Connor, qui, voilà, c'est pas... Enfin, O'Connor qui fait une très belle Volta, mine de rien, mais il a pas paniqué là où on se dit 5 minutes, voilà, les semaines passent et bon, voilà, il y a 4 minutes, 3 minutes, ouais, mais la fin de la Volta, elle arrive, etc. Alors oui, il y avait le chrono pour un petit peu lui faciliter la tâche en fin de Volta si jamais il y avait un petit retard à combler ou une avance à se faire, mais voilà, il a vraiment été en gestion tout le long et il a été à l'inverse d'un Tour de France où parfois on peut le voir un peu dans le doute, un peu dans le dur. On se souvient des épisodes en 2020 et puis l'année d'après où il chute. Là, il a vraiment été une très très bonne gestion. Je pense qu'il y a aussi une bonne gestion d'équipe derrière. Je pense que la Bora a bien géré ce grand tour. Et voilà, je suis d'accord avec toi, Titien. Je pense que l'année prochaine, on le verra pour aller être unique détenteur du record de victoire sur le Tour d'Espagne. Ouais, puis moi je trouve que vraiment la Vuelta, c'est le grand tour qui correspond le plus à Roglic, de par le profil qui est proposé. Donc les arrivées à la Vuelta, les rampes de 20%, les trucs très raides, plutôt courts, ça correspond parfaitement à ses qualités. On monte quand même beaucoup moins haut en altitude que sur le Tour ou que sur le Giro. Et ça aussi, je pense que ça correspond mieux aux qualités de Roglic. Qui je pense est moins à l'aise que les plus grands grimpeurs sur des enchaînements de col à plus de 2000 par exemple. Mais sur une Vuelta, c'est des profils qui lui vont bien. Et puis je pense que ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est la résilience de Roglic. Ce gars, il a un mental assez incroyable. On s'en rend pas forcément compte juste comme ça en regardant les courses. Mais on a assez rigolé là-dessus, nous sur Radio Fringale, et toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Mais voilà, il a enchaîné les chutes, les pépins, les pas de chance, la poisse. Et en fait, ce gars-là, bah, il se relève tout le temps. Il repart de l'avant. Et je trouve que Ouais. cet enchaînement de victoires sur la Vuelta, c'est assez significatif aussi du fait que, bah ok, même s'il m'arrive un truc, un couac dans la saison, bah c'est pas grave, je me relève, j'ai un autre objectif. Et puis il y a plein de coureurs qui se mettent un objectif après avoir eu un souci, mais sauf que lui, il arrive à les remplir et il arrive à s'imposer. Et enfin, voilà, je trouve ça juste extraordinaire de sa part. Ouais, t'as tout à fait raison. Il a un mental de fou. On se souvient en 2020, hein, quand il perd le Tour de France.
Il aurait pu arrêter le vélo, Ouais, ou en tout cas arrêter sa saison Clairement, ouais. pendant un petit moment. Suite à ça, c'était quand même énorme, hein, ce retournement de situation. Et dans la foulée, il claque Liège sur l'erreur de Alaphilippe dont on se souvient. Et puis ensuite, il claque la Vuelta. Donc, ouais, il a quand même un mental. C'est bien ça. Hein, donc, ouais, je crois. Donc, ouais, non, ouais. il a un mental assez incroyable. Il sait toujours se relever. Et c'est incroyable. En tout cas. Si vous allez à Besançon ce soir, les gens, si vous croisez Latorne dans un bar, c'est le moment d'y aller. À mon avis, vous paierez la tournée toute la soirée. Là, il doit être trop Belfort, à content. Hein, Besançon. donc. Ah oui, à Belfort. Belfort, pardon. Belfort. Désolé, on confond les endroits un petit peu perdus en France, c'est pour ça. Et ouais, je pense que la Torme, quand tu nous écouteras, voilà, on sait que tu as sabré le champagne ce soir. Voilà. C'est le champagne qui est au frais depuis le début du mois de juillet, en croyant Bah qu'il oui. allait perfer sur le tour. Et du coup, il doit être bien frais. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire sur Roglic ou on passe à la lutte pour le podium qu'on a eu sur cette dernière semaine? On peut descendre d'une marche et aller voir les autres marches du podium, je pense. Et on peut aller voir Félicitations à lui, en tout cas. Ah ouais. voilà, ouais. Félicitations à Roglic et félicitations aussi au deuxième, Ben O'Connor, qui termine à 2 minutes 36 de Roglic et il conserve quasiment 45 secondes d'avance sur Enric Mas qui termine troisième. Et un peu plus loin, Richard Carapaz, l'équatorien, un statu quo sur le dernier chrono. Et finalement, c'était un petit peu la question qu'on se posait la dernière fois, c'est est-ce que Ben O'Connor il va réussir à rester sur ce podium? Moi, franchement, j'avais des doutes, je le voyais vraiment exploser, notamment vu la difficulté du parcours qui était proposé et les qualités de grimpeurs de Mas et Carapaz. Mais au final, il a hyper bien géré, il s'est pas laissé déstabiliser par le fait de perdre le maillot rouge. Il s'est accroché et clairement, il a perdu très très peu de temps. Il devance les deux coureurs sur le chrono. Ça, c'était un petit peu prévisible. Mais ouais, moi j'ai été agréablement surpris en tout cas de la façon dont il a résisté, notamment sur la dernière étape, sur le Pico Blanco aussi, là où il perd très très peu de temps. Et sur des grimpeurs qui, sur le papier, sont quand même bien plus à l'aise que lui, mais qui n'ont pas réussi à faire vraiment de différence. Donc voilà, moi je le voyais totalement exploser et finir hors du podium. Bravo à lui parce qu'il a réussi à résister. Et puis après avoir terminé déjà quatrième du Tour et quatrième du Giro, ça aurait été pas de chance de terminer quatrième de la Vuelta. Et il peut être fier de sa deuxième place, Ben O'Connor. Vas-y, Poppy. Et bah oui, en fait, Ben O'Connor, moi j'ai cette image, je sais plus sur quand c'est, je crois que c'est sur le Dauphiné, où il finit sur le podium, deuxième je crois, ou troisième, justement derrière Roglic et puis Vingegaard. Et j'avais cette image en fait d'un coureur qui montait en puissance, et puis L'an j'ai passé, regardé... hein. Comment? L'an passé, ouais, en Ouais, mais la 2023. première fois où il l'avait fait. Ouais. Oui, c'est ça, en 2023. Ah bah alors c'était pas le Dauphiné, ça doit être Paris-Nice alors. Ah si, en 2022. Ouais, en fait, il fait troisième en 2022 et 2023. Ouais, t'as raison. Et puis aussi, j'ai regardé récemment le reportage au cœur du peloton de l'année passée, sur le Tour de France de l'année passée, justement. La série Et Netflix. exactement. Et voilà, Ben O'Connor, il laisse un peu pas une mauvaise image, mais Oh, voilà, quand là même, pour hein. jouer le général. Comment? Quand même, si, Ouais, il non, ne mais faut oui, pas mais une belle je image. pense que c'est quand même voulu par le scénario, quoi. C'est Ah ça oui, que, c'est c'est ça, ça que oui. je veux dire. Ah oui. Mais, et du coup, c'était un peu le coureur, moi, que je me disais, bon, bah, Ben O'Connor, voilà, c'est des top 10 dans les grands tours, et puis voilà. Et finalement, tu vois qu'il allait chercher une deuxième place, je trouve ça vraiment bien. L'équipe AG2R a super bien géré cette fin de tour, je trouve. Il n'y a pas eu de panique, voilà, on savait que Ben O'Connor perdrait ce maillot rouge, mais il n'y a pas eu de panique derrière, on s'est accroché pour aller chercher le podium ou la deuxième place. Et je trouve qu'il y avait vraiment une très très bonne gestion de son équipe. Paré Peintre l'accompagne super bien dans les montées. Il explose pas totalement malgré les multiples attaques qu'on a vues de Henrik Mas ou de Carapaz et même de Gaudio au final. Et bah, il a toujours su en fait être capable de s'accrocher sans exploser. Et quand il voyait que c'était un peu trop dur pour lui, bah, capable de décrocher un peu. Et puis voilà, de laisser vraiment l'étape se faire, bah, on va dire, à son rythme, mais quand même de quoi garder un certain écart avec les potentiels prétendants à ce podium. Donc vraiment, j'ai trouvé qu'il a vraiment bien géré cette fin de Vuelta. Et c'était assez...
Moi, je trouve ça assez remarquable quand même, parce que quand tu perds le maillot rouge à 3 étapes de la fin de la Volta et que tu vois que derrière, bah, c'était une étape très difficile et que potentiellement Mas et Carapaz étaient quand même aussi en forme, en plus Mas sur ses terres doublement, bah, tu aurais pu avoir de quoi t'inquiéter, mais finalement, il s'accroche bien et voilà, il finit avec quasiment 40 secondes d'avance sur la troisième place. Donc franchement, chapeau à Ben O'Connor. C'est une belle rédemption, j'ai envie de dire. Enfin, si on peut parler de rédemption, quoi. Ouais, ou en tout cas, c'est une belle confirmation de l'année de ce coureur, Mm. effectivement, qui, je trouvais qu'il était un petit peu décevant, là, les 2 années précédentes. Alors, il faisait à chaque fois des gros critériums du Dauphiné, mais c'était un peu sa perf de l'année, et sinon, il était un peu transparent sur le Tour de France et la Vuelta qu'il avait fait, et puis cette année, bon, il est un peu dans la lignée de ce que fait l'équipe Decathlon depuis le début de l'année, qui est quand même sur une année assez prolifique et assez incroyable. Et ouais, il revient très très fort cette année. Il a gagné une ou deux fois en début de saison et ça lui a donné. Je crois qu'il a gagné le Tour de Murcie. Ensuite, il a gagné une étape sur l'UAE, il me semble, et ça lui a donné beaucoup de confiance. Il a enchaîné ensuite les top 5, voilà, et Tirreno, et puis il fait quatrième du Giro. Et voilà, il est venu sur cette Vuelta en se disant que l'année était de toute façon pas mal réussie. Et voilà, il a osé, il a fait du Ben O'Connor, et c'est ça le Ben O'Connor qu'on aime, c'est ce Ben O'Connor, enfin moi en tout cas que j'aime, le baroudeur qui prend des risques, qui a ses énormes capacités de résistance et qui peut faire des étapes de fou, et moi j'y croyais pas, je ne pensais pas franchement honnêtement qu'il allait tenir, je pensais qu'il était pas en forme incroyable et que vu le nombre d'étapes de montagne ça allait craquer, et non, bah mea culpa, bravo à lui, effectivement ça l'a pas fait pour le classement final, mais face à un Primoz Roglic, un grand Primoz Roglic, c'est quand même très très compliqué. En tout cas, il a parfaitement géré sa fin de Vuelta, comme on s'était dit dans les podcasts des semaines précédentes. Bah voilà, il courait plutôt mal, un peu dans la défense du maillot rouge, en étant quasi le seul à suivre les tout meilleurs et puis en craquant complètement sur les montées. Et effectivement, sur cette avant-dernière étape, il a parfaitement géré, il s'est jamais mis dans le rouge. On l'a vu courir de manière efficace, et ça lui a permis de conserver sa deuxième place. Et là, en tout cas, bah voilà, les autres prétendants au podium, ils doivent bien s'en mordre les doigts. Et je suis pas sûr qu'on revoit un scénario pareil avant longtemps, parce que là, voilà, on se rend bien compte que finalement, Ben O'Connor, voilà, c'est lui qui sera deuxième sur le podium, et Richard Carapace, lui, il y mettra pas les pieds sur le podium. Donc voilà, tous ces coureurs qui ont fait rouler leurs équipiers, mais qui auraient peut-être dû un petit peu les faire rouler les derniers, et puis aller rouler eux-mêmes pour au moins gagner 2-3 minutes sur O'Connor. Ils l'ont pas fait ce jour-là. Ça a joué un peu au poker menteur dans le peloton. Il y avait un patron qui était Primoz Roglic. Lui, il s'est dit, bah voilà, je suis assez fort, ça va le faire pour revenir sur O'Connor. Derrière, les autres, bah voilà, ils ont un petit peu trop joué, et ça leur est retombé dessus. Dans tous les cas, ça enlève rien à la performance de Ben O'Connor, qui aurait pu totalement s'écrouler de fatigue après cette performance, et qui a tenu, qui a montré malgré tout, même s'il n'était pas dans les 2-3 plus forts intrinsèquement de cette Vuelta en montagne, qui a montré un niveau physique et surtout une résilience assez incroyable, qui s'est battue tous les jours. Donc voilà, super résultat pour l'équipe Decathlon, et puis super résultat pour Ben O'Connor, voilà, qui fait vraiment une saison complète. Franchement, ce sera dur de faire mieux l'an prochain, mais il a super bien rebondi, je trouve, cette année. Donc bravo à lui, ça fait plaisir. Ouais, puis ce qui est chouette aussi, c'est que ça donne la prime aux attaquants. Et c'est un attaquant qui est récompensé aussi cette prise de risque et de ce coup de panache. Et clairement, et on a déjà vu des coureurs prendre les maillots avec une échappée fleuve où tout le monde les laissait totalement filer. Là, il a vraiment fait un numéro là sur cette 6e étape où il est allé s'imposer. Clairement, il est, enfin voilà, un grand numéro comme on aime voir dans le vélo, et ouais, ça fait plaisir de le voir en tout cas résister. Euh, et ouais, tu parlais de l'année prochaine. L'année prochaine, il sera chez la team Jayco Alula. Donc on va voir s'il réussit à surfer sur la même vague. Mais voilà, en tout cas, il a clairement réussi sa saison, et c'est pas forcément évident non plus euh, d'être dans le top 5 de 2 grands tours sur une saison. Là, il a réussi après sa 4e place sur le Giro à être à nouveau
performant sur la Vuelta, et je pense que ce premier podium en Grand Tour va vraiment lui faire beaucoup de bien. Donc hâte de voir ce que ça va faire chez la Jayco l'année prochaine. On a vu un très bon Eddie Dunbar aussi sur la fin de Vuelta. Donc à voir un petit peu comment ça va s'articuler, mais il y a des chances qu'il soit à nouveau leader, en tout cas sur les grands tours. Les deux qui doivent se mordre les doigts derrière, c'est Enric Mas. Bon, lui il fait troisième, il aurait pu devenir quadruple second de la Vuelta. Il restera triple deuxième et va découvrir la troisième marche du podium. Mais surtout Richard Carapaz, comme tu le disais, Titien, qui sera pas sur le podium. Pour parler de ces deux coureurs un petit peu au même temps, je trouve que autant Mas, il était très fort, mais il a toujours manqué un truc où c'était pour moi il était quasiment aussi bon en montagne que Roglic, à peine moins quand même, parce que sur certaines étapes il a perdu du temps, mais selon moi c'est le deuxième meilleur grimpeur de cette Vuelta, et clairement il a jamais réussi à vraiment creuser sur ses adversaires. Il manquait toujours un petit truc. Et puis, Carapaz, il paye quand même un peu son inconstance du début de Vuelta. Il a fait un super numéro sur l'étape que remporte Adam Yates pour reprendre du temps. Mais pareil, on l'a senti sur cette troisième semaine un peu juste au niveau. En tout cas, il était plus au niveau de Mas et Roglic, et il est pas tranchant comme on a pu le voir tranchant certaines fois. Donc voilà, c'est un peu décevant quand même, surtout pour Carapaz, qui a pas vraiment été constant sur ces 3 semaines. Mas, il a été constant, mais pas sans plus, sans coup d'éclat. Il va pas à nouveau nous chercher une victoire d'étape. On sent qu'il est toujours un peu limité, à la limite, et ça c'est un petit peu dommage. Ouais, et puis Carapaz aussi qui paye son... Oui, t'as dit son début de Vuelta et son inconstance par rapport à Mas. C'est vrai elle a été assez contraignante. Je pense que le podium lui échappe là-dessus. Mas a vraiment bien géré ces 3 semaines de course. Là où Carapaz, voilà, à la fin, on le voyait, c'était vraiment, pas envie de dire attaquer pour attaquer, mais voilà, essayer de remuer tout ça. Mais finalement, il était quand même un cran en dessous de Mas et ça permettait à Mas de suivre facilement le rythme. Et derrière, Mas qui avait déjà de l'avance, un petit peu d'avance sur Carapaz, avait juste à s'accrocher à sa roue. Mas que j'ai trouvé plus offensif que ce que j'ai l'habitude de le voir. Alors après, je le vois très peu courir quand même. Non pas que je n'aime pas Mas, mais quand je le vois en général, il n'est pas ciblé par les caméras. Je l'ai trouvé quand même assez offensif, donc qui a essayé, au-delà d'aller chercher, je pense, sa deuxième place, il a aussi essayé d'assouvir sa place sur le podium. Et je trouvais ça très intéressant dans cette troisième semaine de la Vuelta. Et puis voilà, il y avait aussi une montée en puissance sur la fin pour, je pense à David Gaudu, qu'on a vu très offensif lui en troisième semaine, mais qui avait l'air d'avoir des bonnes jambes. Donc je pense que voilà, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera un peu après, voilà. Mm. Donc, par rapport au podium, je voulais juste la placer. Mais sinon, ouais, Enric Mas a mieux fini cette Volta et a été, comme tu l'as dit, Adri, plus constant sur toute sa Volta par rapport à Richard Carapaz. Et voilà, je pense que la différence, elle se fait là-dessus. Elle se fait là-dessus aussi, mais en tout cas, content de voir Richard Carapaz à l'attaque comme il aime l'être et comme il sait le faire aussi, surtout. Ouais, t'as tout dit. Bah voilà, Enric Mas, c'est quand même il montre quand même que malgré le fait qu'on le voit pas le reste de l'année, ça reste un formidable grimpeur quand il est en grande forme. Et moi, je l'ai trouvé très très fort. Malheureusement, il a toujours ce truc qui manque. Il a ce manque de punch qui lui permet de gagner au sommet, etc. Et finalement, à chaque fois, il est fort sur la Vuelta. Et j'ai toujours l'impression que c'est pas forcément le grand tour qui lui conviendrait le mieux, étant donné que lui, c'est quand même, on l'a bien vu hein, sur l'étape de Grenade, l'étape 9 qui était là, finalement une des peut-être l'étape avec l'enchaînement de cols qui ressemblait le plus à une vraie étape de montagne, c'est là qu'il a été le plus fort. Certes, aidé ce jour-là par le fait que Roglic était un petit peu diminué par ses douleurs au dos, mais il reprend une minute à de l'ensemble des autres outsiders dans la dernière montée, il était très fort. Et ouais, je trouve que ce sera intéressant que Enric Mas l'année prochaine, il aille sur un grand tour comme le Giro. Voilà, le Tour de France, là, c'est un petit peu bouché en ce moment, on va pas se le cacher, et pour briller, ça va être très compliqué. Surtout que Mas, c'est pas forcément un coureur qui peut
peut aller facilement gagner des étapes. C'est quand même plus un coureur de classement général. Donc, au vu de ses capacités d'escaladeur, je trouve que le Giro, c'est un grand tour qui lui conviendrait Il l'a jamais plutôt fait. bien. En Et plus. ouais, il l'a jamais fait. Donc, c'est assez étonnant. Ouais. Alors, peut-être que la période lui va pas. Il y a beaucoup de coups. Il fait peut-être partie de ces coureurs qui ont des allergies, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait vraiment pas déconnant de le voir aller sur un Giro. Donc, bon, en tout cas, voilà, effectivement, en montagne, il était quand même très très fort et il mérite totalement sa 3e place. Et ouais, Richard Carapace, bah voilà, il fait une belle Vuelta. Carapace 4e, c'est finalement, voilà, il a été plutôt bon sur certaines étapes, plutôt en difficulté sur d'autres, et il a réalisé une exceptionnelle étape qui lui a permis de bien revenir au classement général. Donc c'est assez cohérent comme classement. Il a pris des risques, en tout cas on le remercie parce qu'il nous a vraiment enflammé le Tour de France les 2 dernières semaines, et puis ça a été un des plus gros attaquants de cette Volta. Voilà, mais il a fait une erreur quand même, ça a été de laisser trop de temps à Ben O'Connor, parce que sinon je pense qu'il était meilleur que l'Australien au final en montagne. Donc 4e place de Carapace, voilà, il aurait pu faire mieux, mais finalement les 3 premiers c'est les 2 plus forts en montagne, et puis celui qui a pris beaucoup d'avance et qui a très bien résisté. Donc la logique du podium me semble assez respectée. Il a été offensif comment sur l'échelle Marc Soler, à ton avis? Bah non, il n'y a pas. Alors, il a été peut-être plus intelligent, par contre. Je veux pas critiquer Marc Soler, mais faudrait parfois comprendre les stratégies, ce qui lui passe par la tête. En tout cas, il était très fort lui aussi. Hein. Ouais, bah il a été costaud parce qu'il était à l'avant tout le temps. L'étape qui gagne au lac de Convadonga, bah il faut aller la chercher. Il a été super fort. Mais ouais, entre lui, ce qu'il décide de faire, la tactique UAE sur l'étape du Picon Blanco, là où on n'a pas trop tout compris pour le maillot du grimpeur. Ouais, c'était assez particulier du coup. Cette, euh, cette tactique. En tout cas, les UAE, ils ont bien enflammé la course une fois qu'ils avaient plus aucune possibilité de remporter le général. Moi, j'ai trouvé ça assez cool qu'ils soient à l'avant, qu'ils n'hésitent pas à être offensifs avec, on l'a dit, Soler, avec Jevine, avec McNulty qu'on a vu un peu à l'avant, et puis également avec Pavel Sivakov qui fait une très belle Vuelta. Il termine 9e au final. Enfin voilà, je voulais juste du Puis ils coup repartent pas les mains vides non plus, hein. Ils récupèrent le maillot de meilleur grimpeur le aussi. maillot du donc, meilleur grimpeur avec Jevine qui devance Ouais. de peu Marc Soler. Solaire. Et puis ils ont quand même de tête 2 étapes, avec une avec Yates et une avec Soler. Je crois pas qu'ils s'en aient remporté d'autres, mais en tout cas ça fait finalement, on va dire qu'ils ont bien rectifié le tir après l'abandon d'Almeida. Et puis un Adam Yates quand même décevant. On pensait après son coup d'éclat là qu'il allait revenir dans le jeu pour le général, mais finalement bah voilà, il a réussi une belle étape, mais il était pas dans le coup sur cette Vuelta. Non, pas dans le coup. Après, voilà, je pense au départ de cette Volta, je suis pas sûr qu'on misait forcément sur Adam Yates. On misait plus sur la carte Almeida. Mais voilà, après l'abandon d'Almeida, Yates n'a pas forcément, à part cette victoire d'étape, tu l'as dit, il n'a pas forcément rebondi pour aller chercher une place au général. Bon, bah voilà, c'est comme ça pour Adam Yates. Est-ce que ça va rester maintenant jusqu'à la fin de sa carrière un lieutenant de Pogacar? J'espère pas. Mais en tout cas, oui, bon, c'est dommage. On n'a peut-être pas l'habitude forcément de le voir autant en retrait sur un grand tour. Donc voilà, c'est comme dirait Marc Madiot, c'est comme ça. Ouais, voilà, effectivement, vous avez tout dit. Il y a eu de la déception, notamment dans cette équipe UAE, que j'attendais beaucoup, beaucoup plus forte. Mais oh bah voilà, après on en avait parlé les S'habituer. semaines d'avant. Ouais, voilà, on était plus habitués, etc. Mais moi j'en parlerai après. Mais il y a eu d'autres Bah vas-y, déceptions pour moi. Bah, on peut enchaîne. enchaîner puisqu'il y a Adam Yates, bon, on en avait parlé les jours précédents, donc ça a été décevant. Finalement, l'équipe elle a été tenue par un Pavel Sivakov qui fait sa première, une de ses premières références en Grand Tour. Je crois il fait top 10 là. Il avait fait 9e, Ouais, il fait 9e, ouais. il avait fait 9e du Giro 2019 de mémoire. Ouais, c'est ça. Exactement, mais c'était sa seule performance, et puis depuis il était plutôt retombé dans un rôle d'équipier, donc ça fait plaisir de revoir Pavel Sivakov qui a été notre 2e meilleur français sur cette Vuelta. Et puis voilà, l'équipe UE elle a brillé avec c'est Jevine qui ramène le maillot à poids, donc c'est ça, hein. Si je Ouais. dis pas de bêtises, ouais. Donc voilà, avec une bagarre interne avec Marc Soler qui a été assez sympa à voir sur la dernière étape. Après, voilà, ouais, bah voilà, Yates décevant, Almeida malheureux, Covid.
Moi, je suis un petit peu déçu par Isaac Del Toro. Alors, je sais qu'il est jeune et je sais qu'on s'habitue un petit peu dans le cyclisme d'aujourd'hui à ce que les jeunes ils performent très peu et enfin ils performent très vite justement et qu'il faut peut-être pas trop s'habituer à ça non plus. Malgré tout, moi, je le voyais vraiment un peu, vu ce qu'il avait fait en début de saison, comme pas non plus en Pogacar sur la Vuelta 2019 qui avait fini troisième avec 3 étapes, mais un peu se révéler comme ça aussi. Et finalement, même dans son rôle d'équipier, il était souvent en difficulté. Donc je crois qu'il a eu le Covid de manière un peu asymptomatique en milieu de Vuelta, mais il était plutôt bien parti la première semaine, il était top 15, top 20, je m'étais dit en montagne ça va peut-être mieux lui aller que les petits répétitions, et finalement non, ça a été un petit peu plus compliqué, alors pas d'affolement, il va avoir 21 ans l'année prochaine, il a tout le temps de briller, et sûrement que l'année prochaine il commencera déjà à briller, mais voilà, j'étais un petit peu déçu, parce que c'était un peu le mec que j'attendais, je me disais est-ce qu'il va tout casser, et puis finalement voilà, ça a été un petit peu plus, l'apprentissage en grand tour a été peut-être un petit peu plus difficile que prévu. Donc, mais bon, je pense qu'on reverra Isaac Del Toro dès l'an prochain nous faire des feux d'artifice en montagne. Ouais, il a tout cassé tellement tôt, lui, cette saison, Ouais. qu'effectivement, il a mis la barre assez haut. Mais c'est vrai que même quand il était en échappée, il était pas ouf, quoi. Il était pas forcément transcendant sur l'étape des lacs de Covadonga où il a résisté un petit peu. Mais ouais, c'est un peu. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'attendais de le voir un peu plus sur cette course de 3 semaines. Poppy, est-ce que tu as une déception, toi, en Ouais, particulier, à mettre en avant? bah c'est une déception, mais qui pour moi suit quand même on va dire une suite logique de cette saison, c'est Carlos Rodriguez, que j'attendais beaucoup plus haut pour cette Volta. Après un Tour de France que j'ai trouvé vraiment en demi-teinte. Alors certes, il est au général septième, voilà, il y a quand même des monstres devant, mais bon, il finit quand même derrière des mecs comme Yates, Landa, etc. On s'était attendu à beaucoup mieux de sa part par rapport à l'année d'avant sur le Tour. Et là, je me suis dit, ouais, la Volta, pardon, ça peut être un tour qui peut lui convenir. Voilà, et il a aussi je pense que voilà, ça serait mentir que de dire qu'il est satisfait de cette septième place sur le Tour de France. Donc voilà, je m'attendais à un Rodriguez plus bagarreur. En voyant le plateau, je me suis dit, bah en vrai, Rodriguez, est-ce qu'il a des choses à envier à Enric Mas? Est-ce qu'il a des choses à envier à Carapaz, etc., etc. Et au final, il a été lâché. Enfin, il a été évincé assez tôt. Je l'ai trouvé assez tôt, un cran en dessous. Et ça se ressent, hein. Il finit dixième de cette Volta. Donc, ouais, un peu déçu. Je le voyais bien se battre pour le podium. Mais je connais pas la situation de Rodriguez. Alors, ça se trouve, dans la tête, ça va peut-être pas. Ça se trouve, voilà, physiquement, depuis le tour, ça a été très dur la récupération. Et déjà pendant le tour, ça allait pas fort. Ça se trouve, il y a eu une maladie. Enfin, voilà, j'ai pas trop suivi tout ça. Donc, je suis assez déçu de le voir que, entre guillemets, à cette dixième place. Et, et voilà, c'est deux échecs coup sur coup pour moi, pour Rodriguez sur deux grands tours. Et je pense que là, sans être trop méchant, mais voilà, il faut que la saison se finisse pour lui, pour repartir de plus belle pour l'année prochaine et avoir un nouveau visage et des nouveaux objectifs. Mais je m'inquiète pas forcément pour la suite, en tout cas, mais juste déception par rapport à lui pour la Volta. Ouais, Ouais, il prend un tir dans l'étape du Picon Blanco aussi, hein, où il était plus 6-7e encore en lutte pour le maillot blanc. Et ouais, mais comme Oui. tu l'as dit, moi je trouve un cran en dessous c'est un peu à l'image de l'équipe Ineos aussi, qui est vraiment un cran en dessous depuis quelques temps. J'ai lu Assez là quelque invisible, ouais. part que Pidcock ah, il s'est parlait de lâché. Hein. problèmes en interne. Ouais, ouais, il a dit pas mal de trucs où vraiment apparemment cette équipe ça va quand même plus du tout. Alors à voir, est-ce qu'on arrive à la fin de quelque chose? Mais bon, enfin des gars comme Rodriguez et Pidcock, je crois qu'ils ont tous les deux un contrat qui va jusqu'en 2027, donc ils sont quand même liés pour un petit moment à cette formation. Donc ça va être intéressant de voir s'il y a des trucs qui se passent cet hiver en prévision de l'année prochaine. Mais voilà, on sait quand même qu'ils ont signé des coureurs comme Axel Laurence, comme le monégasque Lancelotti. Bon, même si c'est peut-être pas lui qui va suppléer Carlos Rodriguez s'il est défaillant. Enfin voilà, il y a toujours sur le papier une équipe qui sera plutôt correcte. Mais
ouais, je sais pas trop. À la limite, Carlos Rodriguez, il a 23 ans, il est encore jeune. Je pense qu'il a montré qu'il avait du talent et c'est pas parce que cette saison est un petit peu plus compliquée qu'on va pas le revoir par la suite. Mais ouais, je me demande un peu moi où cette équipe Ineos va. Ouais, elle va nulle part. Il y a un peu le feu à la maison quand même, hein. Donc j'ai quand même l'impression que entre les patrons qui reviennent, qui repartent, Ineos qui investit un peu, qui s'investit dans d'autres sports, dans le foot, etc. Ouais, c'est pas. Bon, on voit de toute façon, hein, le mercato est pas. Alors, ils recrutent des bons coureurs, mais ils viennent de recruter Axel Ah oui, Laurence, oui. Castrillo, tout ça. Donc, c'est pas. Mais c'est Astrio, voilà, plus. j'ai Voilà, oublié. Ineos, tu me demandes aujourd'hui, je pense que je le mets plus dans le top 5 des. Alors, c'est peut-être dans le top 5 des plus gros budgets, mais pour moi, c'est pas dans le top 5 des plus grosses équipes du monde. Donc, pas du tout. Donc, et puis il y a quand même un autre coureur, moi, si je peux enchaîner, qui m'a pas mal Vas-y. déçu pour le classement général, hein, c'est Sepkus, hein, on va pas se le cacher, et c'est le Hmm. Ouais. vainqueur sortant quand même, hein. Je l'avais sur la liste aussi, lui. Ouais, bah voilà, bah lui, il a quand même bien plongé. Ouais. On passe de premier à 14e, on passe d'un mec qui a fait les 3 grands tours et qui a gagné le dernier à un mec qui a été transparent quasi la totalité de l'année. Donc, ouais, grosse déception, Sepkus. Voilà, alors, de toute façon, l'équipe Visma Lease the Bike fait pas une bonne saison. Alors, ils ont quelques coups d'éclat dans l'année, mais par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Et Sepkus, il est un peu symptomatique de ça. On comptait sur lui, on se demandait ce que ça pouvait donner maintenant qu'il allait prendre un peu voler de ses propres ailes. Alors, l'année dernière, il gagne un grand tour, mais avec ses 2 leaders qui étaient présents et un peu avec le sentiment de l'équipe et de ses leaders. Est-ce que Sepkus, avec l'absence de Roglic cette année, il passait un petit peu numéro 2 de l'équipe pour les grands tours et puis finalement on se rend compte que c'est quelque chose d'être équipier et de réussir de réussir un exploit et puis de le confirmer par la suite et de devenir leader, c'est deux jobs différents et je pense que la décompression a été vraiment difficile pour Sepkus. Alors difficile dans le sens où il était pas malheureux d'avoir gagné un grand tour, mais t'as une charge mentale de fou en faisant les 3 grands tours dans l'année. Tu gagnes alors que tu étais pas préparé, alors que tu es plutôt un lieutenant, etc. Donc voilà, sûrement qu'il a un petit peu difficilement digéré tout ça et que ça a été un petit peu dur cette année. Il doit y avoir beaucoup de fatigue physique et mentale et je pense que Sepkus, il faut un petit peu couper là jusqu'à la fin de l'année pour revenir frais et posé en 2025 et sûrement à retrouver son rôle préféré, celui qui, enfin voilà, ce rôle de capitaine de route en montagne qui tient à la perfection. Donc voilà, déception en tout cas sur cette Vuelta, il a jamais pesé ni au classement général ni pour une victoire d'étape. Je l'ai rarement vu aussi transparent à vrai dire. Donc ouais, il va falloir se remobiliser pour l'année prochaine et qu'on revoie le grimpeur ailé qu'on a connu. C'est vraiment Sepkus là sur cette Vuelta une confirmation du fait que c'est pas un leader. Vraiment, alors on le savait déjà avant, et c'est un peu curieux de dire ça d'un ancien vainqueur de Grand Tour, mais lui-même, hein, avant de gagner la Vuelta, il le disait que les fois où il avait été leader, mentalement, c'était très compliqué à gérer, la pression qu'il y avait autour de ce statut, et que finalement, il gagne la Vuelta l'année dernière, mais sans être leader. C'est un peu par hasard, et puis avec l'accord de Vingegaard et de Roglic. Donc, il gagne en étant le troisième plus fort de son équipe au final. Et, et là, il montre juste une fois de plus qu'en fait, c'est pas un leader. Lui, son truc voilà, d'être leader pendant 3 semaines, de viser le général, c'est pas là où il est à l'aise, où il est le meilleur. Et je pense que voilà, il va se reconcentrer pour l'année prochaine, pour être le lieutenant de Vingegaard, pour aller faire gagner le Tour de France aux Danois. Et, et je pense pas que vraiment il s'aventure à nouveau à partir comme ça sur un grand tour avec un statut de leader d'équipe. Bon, il aurait pu être suppléé par Brooks sur cette Vuelta, mais malheureusement pour le Belge, là, c'est un peu un nouvel abandon. C'est un petit peu, enfin, c'est même très compliqué cette saison. Alors c'est pareil, il est jeune, on sait qu'il a du talent. On en attendait peut-être un peu trop avec son transfert à la Visma pour lui, mais voilà, faudra voir. Voilà, sur les prochaines années, il a encore quelques années de contrat avec l'équipe néerlandaise, un peu voir où est-ce qu'il va. En tout cas, Brooks, c'est pareil, ça fait partie des coureurs qui ont été plutôt décevants sur la saison. Euh,
Est-ce qu'on peut passer aux surprises? Ou alors vous avez encore un gros nom à lâcher? Non, pas Non, forcément. déception, c'est bon. Juste rebondir sur Sepkus 2 secondes. Ouais, vas-y. Non, par rapport à ce que vous disiez, je suis vraiment d'accord. C'est un coureur qui s'éclate vachement plus en lieutenant capitaine de route et cette pression du leader, ça lui va pas du tout. Voilà, tu as dit la dernière, il gagne cette Vuelta, mais il est pas leader. Quand on le voit à un niveau incroyable sur le Tour de France, bah, il est pas leader, il est en capitaine de route et je pense qu'il a pas cette même pression. Il est là pour tout donner et on le voit, il est très très fort. Hein. Quand Sepkus il est à 100%, il est très très fort, mais il est pas très très fort en tant que leader. Il a beaucoup plus de mal je pense, à se libérer quand il est dans ce rôle-là. Et, et voilà, on le voit, c'est une confirmation. Alors on le savait déjà, je pense, mais c'est une confirmation en plus aujourd'hui que voilà, Sepkus, c'est pas un leader, c'est un excellent capitaine de route. Pour moi, je pense que avec Richie Porte dans les années Sky, c'est l'un, voire le meilleur capitaine de route que j'ai vu rouler de mon vivant. Il est incroyable et voilà, gardez-nous Sepkus qui s'éclate en capitaine de route et à le voir tirer la langue en avant de peloton et que ça annonce que des mauvaises choses pour les rivaux de son leader. Ouais, tout à On- fait. Et est-ce que tu annonces là un futur top 10 d'écrase les pédales sur les meilleurs capitaines de route qu'on a jamais Oh, vus? Peut-être. je le note, regarde, je sors mon Peut-être. carnet et Ah, je le note. ça pourrait être intéressant à écouter, effectivement, effectivement. Titien, quelle est une de tes belles surprises de cette Vuelta? Hmm, bah alors, je sais pas si c'est une surprise, mais c'est une confirmation en tout cas. Euh, Bon, j'en avais parlé au dernier podcast et voilà, j'avais même émis l'hypothèse que Skelmose pourrait finir sur le podium. Finalement, ça a été un petit peu difficile pour lui, mais c'est son deuxième grand tour après le Tour de France de l'année dernière où il avait complètement explosé au Tour de Suisse. Il avait plutôt joué le Tour de France sur les étapes. Là, c'était sa première expérience en tant que leader sur un grand tour. Il avait fait le Giro aussi en Ah, 2022, il avait fait le Giro, bien vu. Il a mais été il avait assez fini. transparent, non? Il était loin, hein, Ouais. 40e au général. Donc, en tout cas, là, c'était vraiment le premier grand tour qu'il préparait spécifiquement en tant que leader. Et je trouve que voilà, alors sans être étincelant, en tout cas, j'ai pas trouvé impressionnant sur le niveau physique comme depuis le début de l'année, mais ça arrive beaucoup de coureurs, je trouve, assez jeunes d'exploser une année et l'année suivante, c'est l'année de la confirmation, c'est pas facile et mine de rien, voilà, même s'il était jamais flamboyant, je trouve qu'il a été excellent dans sa gestion. Euh, Lui, pour le coup, c'était vraiment l'anti-Ben O'Connor. Hein. Il était lâché dès le pied des montées et il revenait avec son punch. Il finissait quasi dans les premiers. Il faut pas oublier que à la fin de la première semaine, il était bien loin au classement général. Hein. Il était plus près de la 15e place qu'autre chose et il a bien géré ces 2 dernières semaines et notamment ce dernier chrono pour malheureusement aller piquer la 5e place à David Gaudu. Mais voilà, 5e, c'est vraiment pas mal. Il finit quoi à 2 minutes 30 du podium. Donc il y a un petit écart. Mais je trouve que pour une première expérience de gestion de leader, 3 semaines en grand tour, moi je suis plutôt satisfait et je pense que c'est typiquement le genre de coureur par la suite, s'il arrive un peu à gagner, à augmenter son niveau et à gagner encore en régularité, qui a un bon profil pour aller, en tout cas peut-être pas sur un Tour de France, mais sur un Giro, une Vuelta. Aller faire des podiums de grand tour parce que bonne gestion, bon punch, il grimpe bien, il roule bien, voilà. En tout cas, il a montré ici qu'il faudrait compter avec lui par la suite. On le connaissait très bon grimpeur, très bon puncher, et ben voilà, il confirme que les classements généraux, c'est également là où on le retrouvera par la suite. Poppy, quelle est ta belle surprise de la Vuelta? Évidemment, c'est Guillaume Martin, ma belle surprise de la Vuelta. Non, bien sûr que non, bien sûr que Ah, il non. était sur la Vuelta? Non, non. Oh, c'est méchant, c'est méchant, Bah, c'est pas tu sais, gentil. il est Ouais, sur c'est tous pas les grands cool parce qu'il tours. s'est accroché sur C'est pas l'étape de cool, samedi. Hein. c'est horrible ce profil de coureur quand même. Enfin, c'est bravo à eux, Ouais. mais c'est vrai que on te voit pas. Hein. Bah ouais, Mais, ouais. mais on le connaît, c'est ça On le le connaît. plus Après, il a important. pris une échappée. Hein, Ouais, aussi. je m'en souviens pas, tu non, mais c'est. Je- Si même il- Titien l'oublie, il purée. a pris une échappée sur la Vuelta, donc rien. Je pense qu'il était clairement pas du tout en Oui. grande condition, Guillaume Martin. Sinon, il aurait au moins tenté On d'aller l'aurait dans plus les vu, ouais, échappées. exactement. Du coup, non, ma satisfaction, moi, c'est David Gaudu qui a fait une super Vuelta. Alors, on avait une image un peu malheureuse de David Gaudu qui retrouvait pas forcément son niveau qu'il avait pu avoir sur le Tour de France où il finit quatrième.
Et voilà, maintenant, David Gaudu s'est bien retrouvé, je trouve, sur cette Volta. En troisième semaine, il a été bon gestionnaire, offensif, et ça fait plaisir de le voir à l'avant, de le voir attaquer, de le voir imposer son rythme. Euh, alors je sais plus sur quelle étape c'était, mais quand en fait c'est lui qui fait l'attaque pour revenir justement sur le groupe de Roglic, où Roglic part avec ses coéquipiers, ben voilà, c'est lui qui lance la première offensive. Certes, il était loin du podium, mais il va quand même se battre, il va quand même animer la course, et j'ai trouvé ça vraiment agréable de le revoir à ce niveau-là, ça fait plaisir. Lui qui ouais, était resté sur des résultats plutôt moyens, voire même mauvais sur les différents grands tours. Je suis très heureux de le revoir. J'espère que ça annonce une bonne suite, une bonne pente pour David Gaudu parce que ouais, c'est un coureur qui a un style bien à lui, qui a un style qui fait plaisir. Voilà, c'est offensif, c'est dans la douleur. On le voit, et il a ses traits caractéristiques quand il souffle. Mais voilà, c'est vraiment il dégage une super image, je trouve, du vélo, et c'est assez plaisant de le retrouver à ce niveau-là. Ouais, bah David Gaudu, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau en montagne. Il était dans les 4-5 meilleurs, clairement, sur la troisième semaine. Et notamment la façon dont il est monté en puissance au fur et à mesure de cette Vuelta. Voilà, c'était vraiment hyper cool. Je pense que ça va lui redonner énormément de confiance qu'il avait largement perdue depuis un petit temps. Mais voilà, je pense que les changements que lui, il a mis en place dans toute sa préparation, alors pas forcément d'un point de vue physiologique, mais plus mental, entourage et tout ça, bah, c'est en train de porter ses fruits. Donc c'est top. Je pense que ça va bien le lancer, le motiver pour cet hiver et puis pour partir en 2025 sur des beaux objectifs. Et c'est pareil, moi j'aimerais bien le voir sur un Giro. Au départ d'un Giro, où il y a peut-être un peu moins de pression. Voilà. Alors après, c'est pas forcément des conditions qui va peut-être voilà adorer. On sait que il peut faire froid sur le Giro. C'est quelqu'un qui est assez maigre, petit gabarit, donc on peut vite choper quelque chose. Mais ne serait-ce que, enfin voilà, il a déjà fait 6 ou 7 fois le Tour de France. C'était sa deuxième Vuelta. Et clairement, voilà, on sait à quel point c'est un très bon grimpeur. Il l'a bien confirmé là en jouant à la pédale avec les plus costauds. Et, euh, et voilà, une fois qu'il aura réussi à avoir une belle régularité sur 3 semaines, ça peut vraiment faire quelque chose de chouette. Il l'a déjà montré avant sur le Tour. Donc ça, c'est vraiment un des points à retenir de cette Volta, selon moi, c'est que Gaudu est de retour. Ouais, tout à fait, tout à fait. Très, très, très bonne Volta de David Gaudu qui a sorti apparemment des chiffres assez impressionnants parmi les meilleurs de sa carrière. Donc c'est en tout cas, voilà, finalement ça donne une sixième place. Il n'y a pas de victoire d'étape, mais l'essentiel est ailleurs pour David Gaudu. Il nous a fait plaisir. Il a été offensif, il a été très fort, et surtout il est monté aux puissances au fur et à mesure des 3 semaines. Donc c'est très, très rassurant. Je pense qu'il y a encore même sans parler de la saison prochaine. Voilà, il y a encore un championnat du monde qui va lui être favorable dans 3 semaines. Il y a derrière des classiques italiennes sur lesquelles il peut briller. Donc je pense que voilà, on va encore le voir à très bon niveau jusqu'à la fin de saison. Je serais pas du tout étonné qu'il claque un podium, moi, sur les mondiaux ou sur le Lombardie, par exemple. Je pense que c'est tout à fait dans ses cordes. Donc un peu en surcompensation de la Vuelta. Et puis pour l'année prochaine, je peux déjà vous dire que le patron de Groupama a déjà appelé Marc Maggio pour lui dire tu mets David Gaudu sur le Tour parce que maintenant il est de retour et il va pouvoir gagner le Tour. Non, non, mais voilà, alors j'aimerais qu'il soit sur le Giro, mais je pense que David Gaudu sera sur le Tour de France, et parce qu'il faut un leader français sur le Tour de France. Donc j'aimerais que ça puisse être autrement. Peut-être que le point positif pour lui, c'est que Guillaume Martin va rejoindre la Groupama, donc ça fait un deuxième leader, et que ça peut permettre à David Gaudu de venir sur le Giro pour le général et le Tour de France plutôt en chasseur d'étapes. De toute façon, je pense que si, comme ça semble se confirmer, Pogacar, Evenepoel et Vingegaard annoncent qu'ils feront du Tour de France leur grand objectif de la saison, on va avoir beaucoup de leaders qui vont partir sur le Giro, enfin j'espère, ou en tout cas je me dirais que sinon ils sont un petit peu ambitieux. Donc voilà, David Gaudu, on espère que ça va le relancer et que l'année prochaine il va pouvoir aller sur des courses où on va pouvoir le voir briller sur des classements généraux, et pourquoi pas aller rêver
un podium de grand tour. Donc en tout cas, voilà, tout est permis avec un David Gaudu qui a retrouvé des jambes et on espère que c'est pour une longue période maintenant. En tout cas, ça a fait super plaisir d'avoir un peu une sorte de fil rouge, voilà, ce Français qu'on suit un peu tous les jours pour voir s'il va grappiller des places au général, etc. Donc c'était super sympa. Et une belle surprise. On en a déjà pas mal parlé parce que on avait fait une émission après la deuxième victoire de Castrillo, mais c'est cette équipe Kern Pharma avec Berade qui allait chercher un troisième succès pour cette formation continentale espagnole. Et franchement, elle a été hyper impressionnante et c'est pas souvent quand même qu'une équipe invitée, maintenant qu'il y a le World Tour qui est mis en place et des grosses formations, qu'une équipe invitée va aller claquer 3 succès. 3 succès à chaque fois en solitaire avec la manière également. Et voilà, on a parlé la dernière fois, donc on va pas le répéter là en long, en large et en travers, de la formidable histoire qu'il y a avec ce premier succès de Castrillo le lendemain du décès du fondateur de l'équipe. Et voilà, en tout cas, ça permet de révéler des bons coureurs et ça fait plaisir de voir des formations comme ça qui sont invitées et puis qui animent et qui font la course. Donc voilà, là-dessus, moi, ça m'a fait bien plaisir de voir ça. Messieurs, avez-vous d'autres surprises, d'autres choses à dire avant que l'on puisse conclure? Bah, pas forcément, on en a déjà un peu parlé avant, mais du coup, moi je trouve que c'est quand même une très belle fin de Vuelta pour l'équipe Decathlon, qui va à l'image en fait de leur saison finalement. Mais voilà, on en a déjà parlé, mais ils ont bien géré cette perte du maillot rouge et ce potentiel de pouvoir jouer le podium. Là où peut-être beaucoup d'équipes auraient pu s'écrouler, bah, ils ont quand même réussi à garder la tête froide et à prendre non pas que le podium, mais la deuxième place de cette Volta. Donc franchement, chapeau à eux, ça vient récompenser l'attaque, les attaques de Ben O'Connor, son côté offensif, et puis ça vient surtout ponctuer une super saison qui n'est pas finie encore. Pourquoi pas avoir des surprises lors des championnats du monde, par exemple. Ouais, tout à fait. Incroyable saison de Décathlon, franchement. Et je pense que malheureusement, le départ de Ben O'Connor va laisser un grand vide l'année prochaine parce qu'il il a été incroyable. Non, moi, j'avais juste 2 coureurs que je voulais citer. On en rigolait après le Tour de Romandie, mais Florian Lipovitz, il s'est définitivement bien installé comme un. Je voulais en parler. Ouais, il a confirmé que c'était un crack. Voilà, exactement. Non, c'est Il l'a dit. En tout cas, voilà, il a fait une super Vuelta où finalement, on se disait. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Il a joué son rôle d'équipier et puis parfois peut-être avec un petit peu trop d'enthousiasme, mais voilà, en tout cas, il très solide. Il loupe le maillot blanc pour pas grand-chose, pour une grosse minute face à Schialmoseux, mais top 10 de la Vuelta. Bon bah voilà, Lipovitz, c'est un coureur sur qui il faudra compter dès l'an prochain et pourquoi pas sur un classement général en tant que leader. Et puis bah voilà, petit mot quand même pour Caden Groves, on en parlait, c'était pas censé être la Vuelta des sprinters. Il a prouvé que c'était un sprinter, voilà. Alors certes, c'est pas le sprinter numéro 1 chez Alpecin, mais c'est un sprinter qui sait saisir les opportunités. 3 victoires d'étape, bon bah avec le malheureux abandon de Wout van Aert qui a pas été verni sur cette fin de Vuelta, il remporte le maillot vert pour la 2e année de suite. Donc finalement, Caden Groves, ça reste une saison réussie pour lui et certes, c'est pas un sprinter, c'est pas sûrement un des sprinters les plus rapides du monde, mais c'est un coureur qui sait aller sur les bonnes courses là où il faut gagner et voilà qui se construit petit à petit un très beau palmarès. Donc bravo à lui. Et oui, la poisse de Wout van Aert qui, alors qu'il était leader du classement par points, du classement du meilleur grimpeur, qui chute pas dû arriver souvent, ça, hein. Dans une descente et puis qui est contraint à l'abandon, un petit peu à l'image de sa saison, la poisse. Et je sais pas si vous avez vu la stat passer, mais Wout van Aert est tombé 9 fois cette saison. Ouais, et saison sur 9 courses différentes ou 9 fois en tout. J'ai trouvé ça assez incroyable, quoi. 9 fois, c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Donc
Donc ouais, voilà. Avant de se quitter, on voulait parler un petit peu du parcours de cette Vuelta d'une manière un petit peu plus générale, avec, on l'avait dit, hein, vraiment une succession d'étapes montagneuses, toujours dures, toujours aller à un final exigeant. Et est-ce que c'est vraiment la solution pour avoir du spectacle tout le temps? On a eu du spectacle, mais voilà, avant tout parce que c'était serré au niveau du classement général. Et moi, j'ai trouvé cette dernière étape de montagne au Pico de Blanco assez décevante dans le scénario qui a pu être proposé par les coureurs. Alors ça, c'est pas forcément que de la faute du parcours ou des coureurs, mais clairement, en fait, sur le papier, en regardant le profil, cette étape est hyper alléchante avec un dénivelé pas possible. Mais au final, il s'est pas forcément passé grand chose avant la montée du Pico de Blanco qui est très difficile, donc forcément les coureurs la redoutaient. Et finalement, même si le profil était dur, ça facilitait pas les offensives avec une longue vallée avant d'arriver à l'ascension finale, et puis pareil une longue descente après les premiers enchaînements de col. Donc voilà, finalement ça n'a fait que réduire la taille du groupe de tête, mais ça n'a pas facilité. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas vu d'attaque de coureurs qui avaient du temps à reprendre au général. Voilà, des gars comme Gaudu auraient pu tenter, pourquoi pas. Carapaz avait tout intérêt à tenter pour reprendre du temps à Ben O'Connor. Mais voilà, outre le fait que, par exemple, pour Carapaz, il devait être un petit peu limité physiquement, je pense que le terrain n'a pas forcément aidé non plus. Donc voilà, Baptistien, si tu veux peut-être commencer pour nous faire un petit peu ton retour, toi, finalement. Est-ce que le parcours hyper exigeant de cette Vuelta a été bénéfique, ça a été bien pour le spectacle et puis pour l'intérêt de ce grand tour? Ouais, c'est dur à dire en fait. Moi, je suis toujours fervent quand même des étapes un peu qui est 4-5 étapes vraiment plates dans un grand tour parce qu'en fait, c'est pas possible de se faire la bagarre tous les jours. Donc, le fait d'avoir des étapes vraiment tranquilles, ça permet justement aux étapes d'après de bénéficier d'un super spectacle. Et puis, quand on les a, ces étapes tranquilles, on regrette et on se dit, ouais, quand même, c'est quand même très très chiant ces longues processions de 150-160 km sur le plat pour regarder un sprint massif. Donc, c'est dur à dire. Moi, j'ai quand même bien aimé le parcours de cette Vuelta. Je trouve que il y a rarement des étapes où c'est ennuyé. On avait toujours de la bagarre, en tout cas pour l'échapper. Il a manqué pour moi une ou deux étapes où les leaders se jouaient la gagne. Mais ça reste quand même plus sympa que le scénario répétitif du dernier Tour de France, là, à la fin, où les échappés, ils avaient aucune chance, etc. Donc, moi, j'ai bien aimé. Alors, en fait, la dernière étape a été sympa sur le fait, mais quand on fait une étape avec autant de dénivelé et avec autant de montagnes russes, il faut pas qu'il y ait un monstre à la fin de l'étape. Parce que forcément, comme tu disais, en fait, oui, ça fait peur, hein, les 8 km à 9%, tu t'exploses avant, il y a de la vallée, t'es mort, quoi. Donc, pour vraiment avoir des belles étapes avec enchaînement de col, il faut vraiment que l'étape soit assez ouverte, à mon avis, et que le dernier col soit pas le monstre de la journée. Sinon, voilà. Tu vois, j'adore les étapes type Mortirolo, puis Aprica, etc. Parce que forcément, le Mortirolo, c'est une énorme difficulté sur le Giro, et puis ensuite Aprica moins dur, et du coup, ça incite à partir de loin pour creuser les écarts plus tard. Donc voilà, c'est pareil quand ils font le Finestré sur le Giro avec ses strières ensuite, voilà, ça ouvre la course, ça permet des attaques de loin, tandis que tu finirais sur le Finestré, moi j'attaque pas avant, quoi, parce que c'est tellement dur. Donc j'ai envie de dire que les formats et ça j'ai bien aimé, les courses de côte ou avec un col très très dur à la fin, parce qu'on sait que dans tous les cas ça va se jouer ici. Tandis que les étapes, voilà, avec des enchaînements, celle qui était très bien également, c'était l'étape de Grenade avec 3 cols de première catégorie, qui était à peu près le même col, et du coup ça ouvrait pas mal l'étape. Mais là sur cette dernière, c'est un petit peu raté finalement, étant donné qu'on avait des cols, beaucoup de dénivelé, mais des cols roulants toute l'étape, et un col très dur à la fin. Donc là ils auraient peut-être dû un petit peu doser et peut-être enlever le Picon Blanco par exemple, et là ça aurait pu donner une étape où ça partait un peu dans tous les sens. Toujours est-il que voilà, il y a eu des réussites, il y a eu des moins bonnes réussites sur cette Volta, mais moi j'ai apprécié le parcours. Il y a quand même eu des sprints massifs. Voilà, on a eu vraiment des belles étapes de baroudeurs avec des mecs, des retournements de situation dans les 2-3 derniers kilomètres, des mecs qui s'arrachent jusqu'à la fin. Donc voilà, vraiment un grand tour qui a récompensé les attaquants, etc. Donc moi j'ai bien aimé ce parcours de grand tour,
Et voilà, ça m'a pas. Alors après, tu fais un grand tour comme ça avec un Tadej Pogačar, il peut aller gagner 10 étapes. Hein. Donc là, non, mais on a le ressenti comme ça d'un grand tour très sympa. C'est pour parce ça que le niveau était homogène. Donc il faudrait voir par la suite, mais ça fait plaisir d'avoir assez peu d'étapes finalement où il n'y a aucun intérêt sportif, si ce n'est les 2-3 derniers kilomètres. Et ça, c'était quand même vachement appréciable, je trouve. Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, on se dit ça. Mais en fait, c'est à la fois un mix entre le parcours proposé et puis les coureurs qui sont au départ, la forme des coureurs qui fait qu'il y a une belle course ou pas. Poppy, avant qu'on se quitte, un petit mot justement sur ce parcours de la Vuelta. Ouais, bah, un parcours qui laisse, tu l'as dit, hein, qui laisse de la place en fait pour beaucoup. On s'était habitué à des étapes sur différents grands tours où, comme tu expliquais, Titien, toujours dans la dernière montée et on sait qu'avant, bah, il va rien se passer et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt sportif. Alors que là, voilà, c'est des profils vraiment variés. Il y en avait pour tous les goûts, sprinteurs, attaquants, mais aussi classements généraux, etc. Et c'était vraiment super intéressant de suivre ça. On a aussi l'habitude que, voilà, tu l'as dit, un Pogacar pouvait gagner 10 étapes ici peut-être. Enfin, on abuse, hein, on force les choses, mais c'est aussi pour se dire que voilà, il y a quand même des monstres qui existent et que voilà, ce niveau homogène qu'on a retrouvé sur cette Vuelta, avec pas forcément quelqu'un qui avait vraiment une surdomination euh, et qui en fait laisse de la place à tout le monde sur un parcours vraiment intéressant. Et voilà, c'est juste cet aspect. Je dis pas que les autres parcours qu'on aurait pu voir, là, le parcours du Giro de cette année, moi j'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressant aussi. Le parcours du Tour de France était assez sympa. Mais voilà, juste sur le Giro et sur le Tour, bah, Pogacar est là. En plus, il y avait Vingegaard, donc des gars qui vont vraiment ultra dominer tout le monde et qui laissent pas forcément de place au suspense. Alors que là, voilà, on avait toutes les bonnes conditions qui étaient réunies avec bah, une homogénéité dans le peloton et puis des étapes avec des profils assez différents et qui voilà, laissent de la place pour finalement que tout le monde puisse y trouver son compte et puisse en faire un terrain de jeu. Eh bien merci, et voilà, on arrive à la fin de cette émission consacrée au dernier grand tour de la saison. Là ça y est, hein, on voit quand même les gars, l'automne arrivé, il nous reste allez, un championnat d'Europe, un championnat du monde à se mettre sous la dent, et puis on va vite arriver au Tour de Lombardie. Et pour conclure cette saison 2024, donc il y a encore des choses qui vont se passer. On va vous retrouver bien sûr d'ici là pour en parler avant, après, les deux. On va essayer au maximum en tout cas d'être présent pour cette fin de saison 2024. Merci Titien, merci Poppy pour vos analyses du jour et sur cette fin de Vuelta. Merci à toi. Un petit mot peut-être avant de se quitter. Bon non, ouais, comme tu dis, il reste encore des belles choses d'ici la fin de saison. On a vécu 3 belles semaines et je pense encore qu'on va voir du beau vélo pendant un gros mois jusqu'au Tour de Lombardie. Je suis totalement d'accord et puis on va replonger après dans la saison de cyclocross aussi. Je suis un peu déçu par contre qu'Adric t'ait pas parlé de Paris Tour. Mais pas encore. Mais ça va venir. Non, mais oui. La saison approche de la fin, mais n'est pas encore finie. Ça va venir. J'aime bien Paris Tour, mais peut-être pas assez pour en parler un mois et demi avant. Attendez, il y a un super suspense hein, quand même sur Paris Tour. Tu vois, si Roglic faisait Paris Tour, par exemple, il pourrait jamais gagner. Il aurait crevé et chuté sur deux. Exactement. Après, moi, Paris Tour, je suis un nostalgique de l'ancien parcours. Tu vois, la classique au sprinter. Donc, après, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Merci, les gars. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et surtout, c'est pas parce que c'est la fin de saison qu'on oublie de manger et de boire. Pensez à vous alimenter, car la fringale guette. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao les copains. Salut, des bisous à tout le monde. Et allez Romain Bardet.